il est nécessaire de parvenir à passer outre le clivage entre les thèses artificialistes d'un côté et naturalistes de l'autre. En somme, il ne s'agit pas de considérer l'homme comme un être d'antinature, à savoir un être ne résultant d'aucun donné naturel et qui serait à lui-même sa propre origine. L'artificialisme considère en effet que l'homme et le monde sont le fruit de la seule création humaine, ses propres œuvres issues de la technique des institutions politiques, et nécessairement donc en rupture avec la nature. La thèse artificialiste comprend effectivement le dépassement de la nature humaine depuis le besoin vital des hommes à s'extraire d'un milieu naturel défavorable à leur survie. Cette thèse a tendance à réduire la non-naturalité de l'homme à la seule culture technique, oubliant le caractère ontologique de cette non-naturalité de l'homme qui lui donne précisément sa potentialité existentielle, c'est-à-dire celle d'être un être de projet qui ne saurait être compris à partir de sa seule culture technique. Autrement dit, l'homme, pour les artificialistes, doit se comprendre comme un matériau composite de la nature que l'on peut maîtriser et transformer, comme on a créé des barrages, des éoliennes, des routes, en transformant, en détournant les cours d'eau, les vents, les sols. Les principaux acteurs et penseurs du transhumanisme ont une vision de l'humanité qu'ils souhaitent imposer à l'ensemble des hommes, parce qu'ils la considèrent comme juste et comme souhaitable. Ainsi considèrent-ils que la nature humaine n'existe pas, qu'elle n'est qu'un concept visant à inscrire l'homme dans un déterminisme biologique dont il ne saurait s'affranchir sous peine d'abandonner son humanité. Et c'est à cette conception donc que s'opposent les transhumanistes, se fondant sur la capacité humaine à s'affranchir de toutes les limites naturelles comme identité même de l'humanité en l'homme. En somme, là où l'humain est pensé comme tel en raison de sa nature proprement limitée, notamment à travers ce corps vieillissant, mourant, eh bien le transhumaniste le pense à partir de sa possibilité infinie à dépasser tous les déterminismes biologiques que sa prétendue nature humaine lui imposerait. C'est en tout cas la vision du chantre du transhumanisme, qui est Ray Kurzweil, lorsqu'il se prononce sur la question de façon très affirmative. Alors voilà ce qu'il nous dit. Pour moi, le but de la vie est d'aller toujours au-delà des limites. Parmi toutes les espèces, ce que les êtres humains ont d'unique, c'est bien de transcender toutes les limitations. Nous ne restons pas rivés au sol, ni bloqués sur cette planète, et nous ne restons pas non plus dans les limites de notre biologie, qui nous accordait il y a quelques milliers d'années une espérance de vie de 20 ans. Mais il s'agit également de ne pas comprendre l'homme comme une pure naturalité, c'est-à-dire un être produit par les seules forces de la nature, réduisant son origine et son évolution aux lois naturelles. Cette posture aristotélicienne conçoit l'homme comme inséré dans un ordre naturel harmonieux qu'il ne peut connaître que par la contemplation et qu'il ne doit absolument pas bousculer. Ainsi, l'homme trouve la place, il est à la place qui est la sienne, si vous voulez, dans le cosmos, place à partir de laquelle il évolue, sans dépasser l'ordre interne qui régit cette nature. Cette thèse naturaliste, dans son versant radical, peut justifier tout refus des technologies, qu'elles soient médicales, éducatives, sociales, qui permettraient d'améliorer l'existence humaine. Elle en vient à considérer que la nature prescrit des normes auxquelles les hommes doivent se conformer pour vivre harmonieusement, et que c'est dans le respect de ces normes que réside l'humanité en l'homme. Or, il semblerait que la nature de l'homme ne soit pas aussi facile à définir, ni surtout aussi déterminée que le soutiennent l'artificialisme et le naturalisme aristotélicien. Hannah Arendt avait bien perçu l'impasse et les dangers de comprendre la vie humaine à partir de l'analyse d'une éventuelle nature humaine. Aussi intitula-t-elle son ouvrage « La condition de l'homme moderne » et non pas « La nature de l'homme moderne », précisant d'entrée de jeu, et je cite, que la condition humaine ne s'identifie pas à la nature humaine et la somme des activités et des facultés humaines qui correspondent à la condition humaine ne constitue rien de ce qu'on peut appeler nature humaine. Car en effet, dans cette bataille qui semble opposer les transhumanistes et les bioconservateurs, semble s'imposer à chaque fois une vision particulière de l'humain, de son sens, de son devenir. Une vision particulière justifiée sur le vide conceptuel de la nature humaine. Or, la restriction de l'humain à un particularisme, ici instrumental, rend moins compte, à mon sens, des véritables enjeux qui cimentent cette opposition. L'intérêt ne réside en effet pas dans la question de savoir si l'homme peut être augmenté technologiquement ou non, en raison d'un déterminisme naturel ou de son absence. L'enjeu réside davantage dans une compréhension des conditions
par lesquelles nous apprenons à devenir humains, à vivre humainement et à vouloir exister toujours plus humainement. Les conditions qui nous permettent de vouloir défendre une certaine conception de l'existence, fondée sur la recherche de la liberté, de la solidarité, de l'autonomie. Ce sont ces conditions qu'il nous faut questionner, comme l'a fait notamment Arendt, afin de percevoir leur mutation et leur transformation en conditions de moins en moins favorables peut-être à une existence humaine. Comme l'indique le philosophe Étienne Tassin, et je cite, « S'il n'y a pas de véritable nature de l'homme, c'est que dans la nature humaine, entre guillemets, l'humanité contredit la nature en un mouvement de liberté qui l'élève au-delà de la seule condition vitale. Mais pourquoi ? Pour œuvrer à un monde humain et agir en un espace de visibilité commune à la pluralité des êtres. Autrement dit, l'humain est conditionné par sa possibilité à se mettre en condition d'humanité, c'est-à-dire à développer une société capable d'accueillir et d'organiser ces conditions par lesquelles il apprend à devenir un homme et à se comprendre comme tel parmi et avec les autres.